Ok, est-ce que vous m'entendez? 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 On va attendre que ça arrive encore un peu, 1 ou 2 minutes, et puis on va commencer. Alors, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va principalement faire du React. Donc React qui est une librairie qui se situe entre la librairie et le framework niveau web et qui a pour but en fait de simplifier pas mal de choses, d'abstraire pas mal de choses et surtout d'avoir du client qui est plus réactif avec plus de cache, plus d'état et donc de faire des applications qui sont plus sympas. Ça va, je pense, être utile pour toutes les spécialités, que ce soit peut-être moins à RVR, mais sur toutes les autres spécialités, ça va être intéressant car en fait, on va avoir des outils qui vont vous permettre de builder correctement et facilement des outils, donc rapidement et avec des rendus qui sont assez sympas. Tout ça, on va le faire rapidement au travers d'une to-do, une liste to-do en fait, quelque chose d'assez classique pour aller assez rapidement. Euh, Mappé à une base de données avec des informations en base de données. Donc, et puis des événements de drag and drop pour rendre ça un peu plus réactif. Donc, durant cette, comment, cette, euh, cette session, on va voir plusieurs outils. On va déjà voir comment est-ce qu'on va builder une app rapidement avec React. Donc pour ça, on va utiliser Vite. Vite qui est un plugin en fait qui vous permet de configurer rapidement un projet React, mais aussi un projet React en TypeScript, React en JS, des projets React avec du React Router, avec du Stack Router maintenant, et puis d'autres possibilités. Euh, Au niveau de notre ORM, donc l'ORM pour ceux qui ne le savent pas encore, donc je pense au C27, l'ORM en fait permet de faire un map entre votre base de données, donc vos tables, et des entités objets qui vous permettent en fait de directement les intégrer dans votre code et de travailler plus facilement que si vous travaillez seulement avec du query SQL à l'intérieur. Donc ça amène un petit peu l'objet. Prisma, en fait, il est intéressant. Pourquoi? Parce que il va vous permettre de rapidement construire et de construire de manière simple. Vous n'allez pas avoir à créer énormément de classes puisqu'en fait, il y a le Prisma Generator qui vous aide à créer en fait toutes ces classes. Au niveau, quand on va utiliser React, il va falloir que je vous introduise à ce que c'est que les states. Plus principalement les state managers. Donc Houston en est un, il en existe d'autres. Il est intéressant parce qu'il nous permet de créer facilement via ce qu'on appelle des stores des états qui vont nous permettre en fait de rendre notre client plus dynamique.
On va utiliser une librairie qui s'appelle React DND, donc pour le drag and drop, donc DND pour drag and drop que vous pouvez trouver sur GitHub, donc une librairie open source qui est très bien faite et c'est la librairie que tout le monde utilise pour le drag and drop. Et enfin pour terminer, un outil que j'apprécie énormément, étant pas du tout bon en front, très mauvais en HTML et en CSS, je vais utiliser un outil qui s'appelle, enfin une bibliothèque de composants. Attention, pas une librairie, plus une bibliothèque. On y reviendra après pourquoi on dit bibliothèque, mais qui s'appelle ChatCN, et donc du coup qui nous propose plein de composants qu'on va pouvoir utiliser dans nos applications. Donc des composants classiques, des textes area, de la barre de progress, du contexte menu, mais aussi de la partie avatar, des badges, des menus, mais aussi en, des, euh, des graphiques directement qui sont déjà construits, qui nous permettent de faire des choses assez facilement. Pourquoi j'appelle ça bibliothèque et pas librairie? Parce qu'en fait, c'est des composants qu'on installe dans notre code base. Donc les composants ne viennent pas d'une bibliothèque que vous pourriez installer avec votre package manager, mais directement, vous allez appeler un registry et récupérer le code qui correspond à ces composants. Dans ce sens, les composants sont totalement, on peut complètement les modifier, les mettre à jour et ça vous permet derrière d'avoir le code en local. Et puis voilà, bien sûr pour tout ce qui est base de données, j'utiliserai Docker que je vais lancer maintenant. Tac. Donc j'utiliserai Docker et puis bah écoutez, ce que je vous propose c'est qu'on commence à rentrer rapidement dans le code. Donc première chose que je vais commencer à faire, c'est que je vais aller ouvrir un terminal et je vais commencer à créer avec Vite en fait mon projet de A à Z. Donc pour ça, je vais aller dans Terminal, ouvrir un nouveau terminal, et puis je vais utiliser npm comme package manager. Vous pouvez utiliser bun, pnpm, tout fonctionne. Create vite at latest. Une fois que la commande elle est mise en place, il va falloir choisir un nom de projet. Moi je vais utiliser React to do. Et puis ensuite, on peut choisir plusieurs choses parmi différents frameworks slash librairies, Angular, Quick, Solid, Svelte, Preact, React, Vue, Vanilla, Vanilla.js. Nous, on va choisir React en TypeScript. Donc ici, vous voyez qu'il y a plusieurs choses. Il y a le Redwood SDK, je ne sais pas du tout ce que c'est. TanStack Router, c'est un routeur qui vous permet derrière de faire des applications un peu plus complexes. On n'en a pas besoin ici puisque on va juste faire une seule page, une to-do. Le React Router qui fait exactement la même chose que TanStack Router, un petit peu de manière différente, mais c'est assez similaire. JavaScript et JavaScript SWC, TypeScript et TypeScript SWC. Moi, je vais utiliser TypeScript plus SWC. Pourquoi TypeScript? Parce que c'est un langage qui est entre guillemets typé à comment ça s'appelle? À l'exécution, et SWC pour avoir un auto-reload qui soit plus rapide. Donc on peut voir que j'ai créé ma petite application et ce que je vais aller faire directement, c'est que je vais créer un nouveau fichier qui s'appelle dockercompose.yml. Donc bon, pour le Docker Compose, je vais faire un copier-coller de ce que j'avais déjà fait. Et puis on va voir derrière à quoi ça sert. Donc, le Docker Compose, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est que Docker, Docker c'est une application qui vous permet de créer ce qu'on appelle des conteneurs. Ces conteneurs, il faut l'imaginer comme plein de petits systèmes ou OS ou des petites machines qui interagissent les unes entre les autres, mais qui sont à l'intérieur de votre machine. Donc on appelle ça de la conteneurisation. Ça vous permet de rapidement mettre en place des bases de données, de rapidement déployer des applications dans des environnements qui sont similaires, que ce soit au niveau des versions des librairies, au niveau de l'OS, au niveau de plein de choses. Et vous pouvez faire discuter vos conteneurs les uns entre les autres. Donc typiquement ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un conteneur base de données, juste là.
une base de données Postgres. Je lui ai défini des variables d'environnement qui vont déterminer des informations sur les utilisateurs, la DB qu'on veut utiliser, ainsi que des volumes pour pouvoir persister en fait les données de la base de données. Puisqu'en fait, si je ne persiste pas ma base de données sur un volume persistant, bah, je perds en fait tout, je perdrai tout si je coupe mon conteneur. Et ensuite, on va utiliser un service qui s'appelle PostgREST. L'avantage de PostgREST, en fait, c'est que ça vous fournit une API REST directement au-dessus d'une base de données PostgreSQL, vous permettant de aller, comment dire, vous permettant d'accéder en REST en fait à vos entités. Donc c'est l'avantage de PostgREST et c'est pour ça que je vais l'utiliser. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que mon Docker j'ai mon Docker qui est ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit puisque j'ai l'extension Docker, donc je peux faire ça directement euh, depuis comment ça s'appelle? Depuis mon ordinateur, depuis mon Visual Studio Code, et j'ai bien lancé trois conteneurs ici, un réseau, puisque on a le réseau par défaut de Docker, où tous les conteneurs communiquent ensemble, et ensuite deux conteneurs, React To Do DB1 et React To Do Postgres 1, qu'on peut voir ici. Et ensuite ici, on va pouvoir aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, comment c'est, etc., etc. Voilà pour ça. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller du coup configurer comment ça s'appelle, notre app vite avec ShadCN UI. Donc pour ça, rien de plus compliqué. On suit le tutoriel. Ça, on l'a déjà fait. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est installer Tailwind CSS, puisqu'on va travailler avec Tailwind CSS. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans React To Do et je vais aller installer Tailwind CSS. Et ensuite, en fait, on va aller simplement suivre ce que demande en fait ShadCN pour que tout soit fonctionnel. Donc j'ai installé Tailwind CSS. Vous avez vu qu'on a donc du coup un node module qui s'est créé ici. Si on va dans le package.json, là où les dépendances sont, on voit qu'on a bien le Tailwind CSS pour vite, le Tailwind CSS et la librairie React en version 19.1. On a aussi nos scripts directement pour lancer comment ça s'appelle, nos différents, le build, le lint, le preview, le dev. Ce qu'on va aller faire ensuite, c'est qu'on va aller dans index.css et que on va effacer tous les styles qui sont mis par défaut et on va importer les styles de Tailwind. Ce qu'on va faire par la suite, c'est comme demandé, il va falloir qu'on aille éditer le fichier tsconfig.json. Donc on va aller ici, hop, et on nous demande de mettre à jour les compiler options en dessous des références. Donc on ajoute une virgule. On est bon. Au niveau du tsconfig app.json, on fait exactement la même chose. Là ici dans les compiler options au niveau du base URL, donc dans les compiler options au niveau du base URL. Et on n'oublie pas la virgule. Voilà, et pour terminer, on doit gérer la partie vite config. Donc on doit ajouter déjà les types de nodes et ensuite ajouter dans vite.config Tailwind CSS pour qu'il soit capable d'aller le trouver. Donc il faut bien sûr importer depuis Tailwind vite et ça paf depuis pass resolve. Donc on est bon et on a une application qui, si normalement on lance npm run dev, est fonctionnelle. Je peux aller directement sur le port 5174 et je vais avoir une application qui est fonctionnelle et qui en fait correspond à l'application par défaut de Vite dans le app CSS d'ailleurs qu'on va pouvoir
supprimer. App.tsx, on va supprimer l'import de ça et on va carrément tout enlever. L'index.css il est là, ça c'est ici, le main.tsx il reste là. Ce qu'on va aller faire par la suite, c'est installer ensuite ChatCN. Donc en fait, ce que va faire cette commande, c'est qu'elle va nous demander quel mode on veut sur nos composants. On va mettre neutral. Il va update le fichier index.css. Donc en mettant à jour ce fichier index.css, il va mettre à jour toutes les variables, à la fois pour le dark theme, à la fois pour le light theme, donc les variables CSS, pour que vous ayez des variables CSS à jour qui correspondent au style neutral. Style neutral, on peut sûrement le retrouver ici dans color, theme, default. Voilà, donc le thème par défaut, ça sera ce thème-là. Celui-ci. Ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va aller installer Prisma pour commencer à mapper notre schéma de données. Donc ce que je vais faire pour faire ça, c'est que je vais aller faire npm install prisma-save-dev. Donc là j'installe Prisma et ce que je vais faire ensuite c'est un npx prisma init pour initialiser en fait notre ORM. Ce qui va nous créer un fichier qui s'appelle prisma je ne sais plus quoi, un dossier Prisma avec un schéma.prisma et dans schéma.prisma on va retrouver les informations liées à votre schéma de données pour qu'ensuite le client Prisma soit capable de mettre à jour et de générer en fait vos entités pour bosser avec votre ORM. Ensuite, donc pour Prisma, moi je vais aller directement choper le schéma que j'avais fait. Hop, donc ici le Prisma client c'est quel client Prisma on utilise, donc nous c'est JS puisqu'on est dans un environnement JS. Le provider, on est sur une base de données PostgreSQL avec l'URI du serveur Postgres qui est la suivante. Notre to-do user, to-do password, puisque c'est ce qu'on a défini ici, to-do user, to-do password. Et derrière localhost, puisque j'ai une base qui tourne sur un Docker et qui est exposée, donc mon conteneur Docker expose sur le port 5432 en local. Et ensuite ToDoDB, ce qu'on a bien vu ici, la PostgreSDB, ToDoDB. Ensuite, j'ai créé un modèle task. Donc, j'ai dit le @map ici permet de dire dans ta base de données, la table sera nommée comme task. Mais quand on travaille avec un modèle qui s'appelle task avec un T majuscule. Donc, rien de compliqué, un ID, un title, un done qui va dire si notre tâche est finie ou non, et une position dans notre liste de to-do. Voilà pour le modèle, rien de plus, comment, rien de compliqué. Vous verrez qu'avec il y a des extensions qui sont très bien pour schéma.prisma, pour Prisma dans VS Code. Ils ont fait des super extensions qui vous permettent de construire très rapidement, de détecter facilement les erreurs que vous faites dans vos schémas de données, de facilement de facilement créer des clés étrangères d'une table à l'autre et de déterminer vos contraintes d'unicité, vos contraintes de suppression en fonction de vos liens. Que faire ensuite on a notre base de données qui est là. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va falloir qu'on crée ce qu'on appelle une migration. Qu'est-ce que c'est qu'une migration? Les migrations, en fait, elles vous permettent de créer ce qu'on appelle de créer en fait un fichier qui va vous permettre de revenir en arrière sur l'état de votre base de données. Je prends un exemple. Aujourd'hui, ma base de données est vide. Quand je vais créer une migration, la migration va dire bah, tu as créé un modèle qui s'appelle task, qui contient telle chose, telle chose, telle chose, etc., etc. Demain, je vais créer une deuxième migration en ajoutant un modèle user et en assignant à une tâche à un user.
Dans ce cas-là, la migration, elle dira que sur la base existante, on a rajouté un user. Si après-demain je veux faire une nouvelle migration en ajoutant un champ à user, dans ce cas-là, la migration dira que un champ a été ajouté à user, etc., etc. Ça vous permet de revenir en arrière si vous avez fait quelque chose qui ne vous plaît pas et d'avoir en fait un historique de toutes les modifications qui ont été faites. Donc pour faire une migration, la commande Prisma c'est npx prisma migrate dev, le nom de la migration, et puis là on va mettre init. Donc on voit que ça nous a créé un fichier ici, donc migration.sql. Qu'est-ce qu'on a fait en SQL pour faire notre migration? Il est juste là. Et derrière ensuite c'est quelque chose qu'on peut aller voir. Donc si ici je fais psql-u, donc c'est to do user, to do pass, non, il veut pas. Ah oui, je suis sur Postgres, je suis pas sur. C'est pour ça. SQL-u, to do user, to do pass. Ok, alors pourquoi il veut pas le faire? Alors là, ce que je voulais faire, c'était me connecter à la base de données pour que vous ayez un aperçu de ce qu'on de, de la création et l'étape qui existent. Impossible de m'y connecter. Je crois que c'est un tiret U, to do user, to do db. Voilà, c'est ça. Pour aller voir les tables qui existent, on va voir dans /dt. Donc c'est la commande Postgres pour récupérer toutes les tables qui existent sur la database. Et donc du coup, on voit qu'on a une table Prisma Migration. Donc si je fais un select all from Prisma underscore Prisma Migration, on verra qu'en fait on a une première migration qui a été faite qui s'appelle init, le migration name, et qui a appliqué un certain comment ça s'appelle, un certain script SQL. Donc revenons-en à nos moutons. De quoi j'ai besoin encore maintenant pour mettre à jour ma base de données? Je dois faire une commande qui permet en fait de seed la base de données et de persister les modifications qu'on a fait. Et là, cette commande, c'est npm prisma db seed. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous ai parlé de Zustund, ReactDND, etc. C'est des librairies qu'on va devoir installer pour ensuite commencer à coder et à faire notre to-do list. Donc, vous pourrez retrouver dans le code toutes les commandes dans le dossier guide que je vous transmettrai. Vous pourrez tout retrouver les commandes que j'ai utilisées. Donc là, j'ai installé Tanstack, Reactory, Zustund, ReactDND et le ReactDND fait pour HTML5, puisque ReactDND va fonctionner aussi pour du React natif. C'est pour ça qu'on a besoin du plugin HTML5. React Native qui, je le rappelle, est un langage qui permet de faire du mobile. Ensuite, je vais avoir besoin de certains composants. Et pour ça, je vais utiliser la commande le registry de chatcn pour aller récupérer ces composants. Donc, je vais avoir besoin du composant qui s'appelle dialogue, qui est ici, qui permet d'ouvrir un dialogue et de faire des choses, donc que ce soit mettre à jour des données ou les supprimer, etc. Je vais avoir besoin du composant chatcn input, donc c'est un input assez simple. Je vais avoir aussi besoin du composant chatcn button qui est juste là. Donc pour ça, en revenant dans mon code, chatcn la test, donc add
input, dialogue et button. Et vous allez voir que ça va créer un dossier de composants dans src component UI et ça va stocker tous ces composants dans ce dossier-là. Donc il va regarder si les registres existent et vous voyez qu'il a créé ces composants dans component/UI. Donc on va avoir le composant input avec des variables CSS, le composant dialogue, le composant button. Voilà. Par exemple, si le button, vous voulez ajouter une nouvelle variante sur le button, variante 2 par exemple, vous pouvez le faire en mettant la manière dont vous voulez, enfin les classes Tailwind que vous voulez mettre pour votre bouton. Même chose pour les sides, même chose pour les variantes par défaut. Ce qu'on va faire ensuite, alors je regarde s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici ou pas? Non, ça n'a pas l'air. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer à faire notre code. Je vais mettre ça ici. Comme ça, on va voir tout en live. Hop. Hop. Donc, pour commencer, moi, ce que j'aime bien faire, c'est la partie back-end, donc qui va nous permettre en fait de communiquer avec PostgREST, donc notre conteneur qui expose une API REST au-dessus des données qu'on stocke dans notre base de données relationnelle Postgres. Donc pour ça, je vais aller dans lib, et dans lib, je vais créer un fichier qui s'appelle api.ts avec lequel on va travailler. Donc pour ça, je vais créer mon URL de base. Mon URL de base qui est du coup en HTTP localhost sur le port, c'est quoi le port déjà? 3000. Donc sur le port 3000. Et ensuite, ce qu'on veut aller récupérer, c'est des tasks. C'est l'entité task, c'est pour ça qu'on va sur task. Si on voulait récupérer des users et qu'on avait une tab users, on serait allé sur users. Mais là, c'est task, puisque on l'a bien spécifié, je le rappelle dans le schéma.prisma, que on était sur des tasks, ici, juste là. Donc pour continuer, cette base URL, on va faire les async function get task toc. Donc on va avoir une fonction pour récupérer les tâches, une fonction pour delete task avec un ID de type number, une fonction pour aller modifier les tâches. Donc pour modifier les tâches, on a besoin de quoi? On a besoin d'un ID, donc pour récupérer la tâche donnée. Et ensuite, on va avoir besoin de data. Pour l'instant, on va les mettre partial any. Donc partial any parce que on va définir le type plus tard. Ça sera un type task. Et partial parce que on peut modifier partiellement une tâche. On peut mettre juste à jour son statut. On peut mettre juste à jour son intitulé, etc., etc. Et puis ici, une dernière fonction qui va être create task. Et donc du coup, ici, on va avoir besoin d'une task. Et une task, qu'est-ce que c'est? C'est un title de type string. C'est est-ce qu'il est terminé? Done, donc boolean est égal à false. On va le définir par défaut à false. Ouais, non, même pas besoin de faire ça. Et on va avoir un position, donc la position de la to-do list, qui sera du coup lui aussi un number. Et puis on va pouvoir commencer avec ça. Donc
vous l'avez déjà tous vu dans vos projets HBNB dans d'autres projets, sauf les C27. Comment ça s'appelle? L'API pour faire des calls HTTP, donc l'API de programmation qui s'appelle Fetch en JavaScript. Euh, Comment ça s'appelle? Ce fetch, on doit lui passer plusieurs arguments. Un input, donc une URL, et derrière ensuite des données. Pour ça, on va lui passer un mode. Donc, vous le savez tous, en tout cas j'espère, parce que ça va être compliqué sinon, que quand on travaille avec HTTP, on travaille avec des verbes qui sont post, get, patch, put, delete, option. Il y en a quelques autres. Mais ceux-là sont les principaux. Post permet en fait de créer des entités. On peut mettre ce qu'on appelle des headers. Moi, je vais dire que le contenu qui est envoyé directement au serveur, c'est un contenu qui est en JSON. C'est pour indiquer au serveur qu'on travaille avec du JSON. Et puis derrière, ensuite, je veux qu'on me retourne une représentation JSON. C'est pour ça que je vais mettre un préfère return égale représentation. Et puis derrière, ensuite, chaque requête, et notamment les requêtes post, elles ont un body. Et dans ce body, en fait, c'est la task qu'on va passer. Pourquoi il me demande? Oui, parce que la tâche, actuellement, c'est un objet JavaScript, et nous, on veut un stringify de la tâche, pour que la tâche soit mise sous le format d'une string et reconstruite derrière. Vous avez vu derrière ensuite que fetch était une fonction asynchrone. Et généralement, les fonctions asynchrones, ce qu'elles retournent, ce sont des promesses. Donc on va le traiter comme une promesse. Quand là, on aura le retour de cette fonction, on fera un res.json. Donc on retournera le contenu au format JSON qui retournera du coup un objet JavaScript. Donc voilà pour la fonction createTask. Pour la fonction updateTask et getTask. Donc getTask c'est la même chose. En fait, c'est un peu toute la même chose. Hein. On va la faire différemment cette fois-ci pour que vous ayez les deux syntaxes pour faire de la synchrone en JavaScript. Donc il y a les promesses, mais vous pouvez le faire aussi avec ce qu'on appelle du async await. Et le async await, il vous permet en fait de faire des choses un peu moins compliquées que les promesses, tout en ayant le même fonctionnement. Donc on a juste à faire un await de fetch, base URL, et derrière après ce qu'on fait c'est un return res, donc await de res.json. Puisqu'en fait res ici c'est une response mais qui dépend d'une promesse, c'est pour ça qu'on a besoin de le faire le await ici. Bon, pourquoi j'ai pas mis la méthode ici? C'est parce qu'en fait par défaut la méthode utilisée par fetch c'est du get. Ensuite, pour ce qui est du delete task, donc c'est exactement la même chose. On va me faire un copier-coller. Hop, copier-coller de ça plutôt. Ça. La méthode du coup c'est du delete. Le content type c'est la même chose. Et derrière, ce qu'on va faire, c'est que on va traiter ça d'une manière un peu spéciale. Donc res dans if res.status, il faut que j'ouvre des guillemets, if res.status est égal à 404, donc 3 égale, pas 2. Dans ce cas-là, throw new error. Et on va mettre task with id $id does not exist. Et ensuite
ensuite, ce qu'on va faire, c'est if res.ok. Donc le point OK, en fait, c'est un boolean true ou false qui va juste dire est-ce que la requête s'est bien passée. Là, on va faire donc, cannot delete task with ID. Hop. Et puis derrière, ensuite, ce qu'on va faire, c'est sinon, et ben on va faire un res.json. Voilà. Pourquoi il trouve pas le task ici? Ah, c'est normal. Il n'y a pas de body ici. Voilà pour ça. Qu'est-ce qu'il nous reste comme fonction? Update task. Donc update task, on va la faire aller avec, des promesses aussi. Donc return, bon, c'est exactement la même chose au début. Je vais reprendre ça. Donc c'est du patch. Et derrière, application.json, return string ify de data, ici, donc le payload qu'on passe. Et dans l'URL, ce qu'on va ajouter, c'est que on doit dire l'ID de la tâche qu'on souhaite modifier. Ça, c'est important de le faire. Donc pour ça, je vais prendre ça, je vais faire ça ici. Donc je passe le $URL, donc en gros, je format ma string. Et ensuite, je lui dis que l'ID est égal, donc EQ, à l'ID qu'on a passé. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire avec Postgres pour accéder à une certaine, comment ça s'appelle, une certaine tâche en fonction de son ID. Donc on a fini au niveau de l'API. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer le store. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de Zusten qui permet de créer des comment ça s'appelle, de créer des stores pour faire du stockage avec de l'état dans le client, donc l'état de vos données dans le client. Donc on va faire ça rapidement. Je crée un fichier store.ts et ensuite je vais aller copier les. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est que j'ai une tâche, donc une DTO qui correspond à ma tâche. Donc c'est un peu le modèle pour créer une tâche. Et ensuite le modèle de mon état, de mon hook, de quelle méthode je vais avoir sur mes données, qu'est-ce que je vais pouvoir récupérer, qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Quand j'ai de la donnée côté client, je vais pouvoir lister toutes les tâches, donc avoir accès à la liste des tâches, modifier les tâches, mettre à jour les tâches. Quand je dis move une task, en réalité, c'est changer l'ordre de cette tâche. Ça aurait pu être change order. Toggle down, donc toggle down, c'est est-ce que la tâche est down ou pas. Et un delete task, donc je vais supprimer une tâche. Et ensuite, derrière, ce que je vais faire, donc ça je vais le copier aussi, on va expliquer ce que c'est créer un store Zustand, et ce store Zustand, c'est l'état qu'on va utiliser au travers d'un hook qui s'appelle useTaskStore. Dans ce hook, ce qu'on va faire, c'est que on va définir qu'est-ce qu'on fait avec la méthode setTask, qu'est-ce qu'on fait avec la méthode deleteTask. Donc deleteTask, c'est à partir d'un ID, je vais supprimer l'ID de cette tâche et je vais appeler la fonction deleteTask qui vient de ./API, donc la fonction de deleteTask ici. MoveTask pour déplacer une tâche et la mettre à jour. Et toggle down, en fonction d'un toggle, je clique sur cette tâche est terminée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier la tâche directement dans l'état tâche, ici. Voilà pour le store. Donc on n'a toujours rien côté front, rien à changer. Derrière le npm run dev, on va faire ça. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va commencer à faire un petit peu de front. Donc on va partir d'ici. Donc c'est 113. Hop, on va partir d'ici et puis on va dégager tout ça. On va utiliser un gros composant qu'on va faire derrière qui va s'appeler task list.
Voilà. J'aime pas quand c'est fait comme ça. Donc ça, ce que vous voyez ici, c'est par exemple, ça c'est comment ça s'appelle? Ça s'appelle un hook. C'est un hook natif de React qui s'appelle useState, dont on n'a pas besoin. Et voilà. Pour l'instant, on a une faute, c'est parce que le task list, en gros, on n'a pas encore créé le composant. Donc ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller dans le dossier composant et je vais créer un composant qui s'appelle task list.tsx. Et donc ce task list.tsx, qu'est-ce qu'il va faire? Et ben, il va s'occuper d'afficher toute votre liste de tâches au fur et à mesure. Donc, bah, c'est parti. Donc, on va créer le composant sous la forme d'une function. On pourrait le créer aussi sous la forme d'une arrow function. Ça fonctionnerait aussi. Ce composant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir en mémoire il va utiliser ce qu'on appelle le useTaskStore. C'est le hook qu'on a créé précédemment, ici. Et du coup, on va utiliser les fonctions, on va utiliser task, on va utiliser delete task, move task, set task et toggle down. Ici, on va utiliser un hook un peu tricky de React. C'est un hook qui est très souvent utilisé. Ça s'appelle le useEffect. Et en fait, c'est un hook qui se construit comme ça. On va avoir dans la liste que j'ai mis tout en bas ici une des dépendances. Et dès qu'il va y avoir une modification sur une de ces dépendances, le contenu qu'il y a dans comment ça s'appelle, le hook ici, useEffect, eh ben, il va être mis à jour. Il va être relancé. Ici, sans dépendance, c'est pour dire que dès qu'on arrive sur la page, on exécute le code qui est à l'intérieur. Et le code qui est à l'intérieur, ça va être getTask pour récupérer toutes les tâches. Et ce que je vais faire, c'est then setTask. Qu'est-ce que ça fait ça? On va récupérer toutes les tâches au format JSON. Donc on va les récupérer ici. Et derrière, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre à jour donc setTask, qui, je vous rappelle, est une fonction de notre store et de notre état. Et cette task, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va set les tasks. Donc le tableau de tasks contiendra toutes les tâches qui est en base de données. Voilà pour ça. Je vais mettre un deuxième useEffect qu'on mettra à jour plus tard, qui en fait va permettre d'aller mettre à jour les tâches en fonction de si on met le toggle à jour, si on mettre à jour les tâches en base de données, pardon, si on met le toggle à jour, si on le supprime, si on modifie, etc. etc. Et ensuite, ce que je vais faire, donc à chaque composant React, donc dans vos fichiers TSX, c'est très important, sinon ça ne fonctionnera jamais, d'avoir ce qu'on appelle un return. Donc votre return, moi dans mon cas, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir ce qu'on appelle un DND provider. Donc c'est DND provider. Et ce DND provider, en fait, c'est la zone dans laquelle je vais aller. Comment ça s'appelle? C'est la zone dans laquelle je vais pouvoir faire du drag and drop sur mes listes. Donc DND provider ici. Et le backend, ça va être le HTML5 backend. Ici. Donc en fait, c'est que dans cette div là qu'on pourra faire du drag and drop. Ailleurs, en dehors de cette div, je ne pourrai pas faire de drag and drop. Le composant que ce provider ici, il prend un composant qui s'appelle children. Les children comment ça s'appelle? En React, c'est d'autres composants React qui vont être utilisés à l'intérieur de ce provider. Donc moi, le composant que je vais faire, c'est class name, je vais faire un wmax. Non, c'est pas ça, c'est max wwidth. MD. Donc max wnd, c'est que je veux que ma div fasse la taille d'un écran médium. Voilà.
mxauto pour le padding automatique et mt10, la classe mt10 pour margin top 10, donc on est 10 pixels en dessous d'en haut. Et puis par exemple, je peux faire un border B, et border red. Alors c'est border red tailwind. Ah, il faut que j'ajoute peut-être un composant à l'intérieur. Non, je peux pas. On va voir ça putain. Ah non, mais ça c'est normal. Maintenant que j'ai mon task list ici, je peux aller l'ajouter directement. Donc il faut que je dise ça vient de task list. Donc ici. Et vous voyez, on a notre bordure ici, juste au-dessus. Donc une petite bordure, parce qu'en réalité, bah, il n'y a aucun contenu à l'intérieur. Si j'ajoute du contenu à l'intérieur, elle sera un peu plus grosse. Voilà. À l'intérieur de ça, ce que je vais faire, bah, c'est que j'ai ma liste de tâches. Et ma liste de tâches, ce que je vais faire, c'est que je vais la trier. Donc pour faire un tri, c'est tout simple. On a un élément A, un élément B. Et ce qu'on veut faire, c'est A.position moins B.position. Donc la position B est en dessous de la position A. C'est simple comme bonjour. Donc task.sort derrière map donc task et idx. Donc on récupère l'indice et enfin la tâche et son indice. Pourquoi son indice? C'est parce que derrière il va falloir que chaque élément card qu'on va avoir à l'intérieur soit est une clé bien définie et une clé unique. Si on ne le fait pas, on aura une erreur comme quoi il y a plusieurs éléments HTML qui ont le même ID. Et là, ici, on va faire ce qu'on appelle, on va utiliser le composant qu'on va créer juste après, qui s'appelle taskCard, et on peut l'utiliser comme ça. Et donc le taskCard, il aura notre clé qui sera égale à idx. Il aura une tâche pour du coup afficher des informations dessus, donc la tâche qu'il y a ici. Il aura un index, donc là ça sera aussi idx, qui équivaut à la position. MoveTask, ça va être une fonction qui lui sera donnée et ça sera la fonction MoveTask qu'on a définie dans le ici. Donc toggleDown qui va être une fonction qui va permettre de définir si on active ou on désactive le toggle. DeleteTask qui sera la fonction pour supprimer la tâche quand on voudra la supprimer. Voilà pour ça. On est bon là-dessus. Maintenant, il va falloir qu'on aille créer notre composant taskCard. Donc pour ça, composant, hop, taskCard.tsx. Et on va aller créer l'autre taskCard. Donc pour aller plus vite, je vais copier tout ça. Ce qu'il faut, c'est qu'on ajoute le composant chat de scène, label et checkbox. Donc il va aller installer tout ça. Vous allez voir que ça va être auto-complété rapidement. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on a toujours l'interface de la tâche qui est ici. Les properties, donc c'est quelles sont les propriétés, les arguments que prennent le composant React qu'on retrouve ici. useRef, il va être utile. useRef, en fait, il permet de garder en mémoire l'état d'un élément HTML avant qu'il soit modifié. Donc, par exemple, quand je vais prendre pour draguer mon élément HTML, je pourrais savoir d'où est-ce qu'il part, alors que j'aurais déjà bougé mon élément HTML. Et derrière, ensuite, qu'est-ce qu'on a dans notre élément HTML? On va avoir une checkbox, un label, un button et comment ça s'appelle?
un logo trash, donc une poubelle pour supprimer directement notre label. Voilà pour ça. Euh, Ce que je vais faire aussi, c'est que dans Task List, ici, euh, on a un use effect qu'on a laissé vide. Et ce use effect, eh ben, on va avoir besoin de le compléter, puisqu'en fait, il va nous permettre de modifier les tâches. Et donc, du coup, bah, par exemple, quand je drag and drop une tâche, je vais la prendre et je vais la bouger en dessous de la deuxième. Donc, du coup, la deuxième va devenir la première et la première deviendra la deuxième. Donc, il faut qu'on implémente cette logique. Donc pour implémenter cette logique, j'ai deux manières de le faire. Soit je la fais de manière brutale, où je fais un update de toutes les tâches, enfin de toutes les cartes qu'il y a dans ma liste, mais ça fait beaucoup. Imaginons qu'on ait 1000 cartes, ça veut dire qu'on fait 1000 updates en reste. Soit bah, j'update juste celles qui ont bougé par rapport à l'état précédent. Donc pour ça, je vais utiliser bah, encore useRef, comme vous l'avez vu dans le task card. Et ce useRef va me permettre de sauvegarder l'état d'une tâche. Et ça sera l'état du coup précédent. Ce que je vais faire, c'est const preftask est égal à preftask.current. Donc l'état actuel. Et derrière, ensuite, je vais parcourir toutes les tâches de mon tableau de tâches. Donc for each, arrow function. Donc, const preftask. Donc preftask ici. Point find. Donc, je vais essayer de trouver bah, si l'ID, si l'ID en fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va vérifier s'il y a une tâche qui a bougé dans la liste. Donc, on est obligé de on est obligé de trouver la tâche et de vérifier si sa position est toujours la même. Si elle est toujours la même, dans ce cas-là, on passe au suivant. Si elle est différente, dans ce cas-là, il faut qu'on trouve avec quelle tâche elle a été swappée. Et pour ça, bon, je vais faire un copier-coller parce qu'on n'a plus énormément de temps. Hop. Et donc pour ça, en fait, directement, on va aller regarder s'il y a une tâche précédente. S'il n'y en a pas, dans ce cas-là, on passe à la suite. Si les positions sont différentes et si les positions sont différentes dans l'état précédent et si les positions sont différentes dans l'état actuel. Et dans ce cas-là, eh ben, on va aller modifier au travers de la position et de ben, est-ce qu'on a modifié l'état, la tâche là. Et ce qu'on met, c'est qu'on passe dans les dépendances un appel à la fonction update task et un appel à la fonction task. Et un appel comment s'appelle, une modification de la liste task. Donc si la liste task a été modifiée, généralement elle se fait par le call de la méthode update task. Et ben dans ce cas-là, on va aller tout modifier. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que, bon, encore une fois, je vais passer rapidement là-dessus. C'est quelque chose qui est assez simple. Dans vos composants ici, on va créer un dialogue qui va nous permettre, donc une add_task_dialog.tsx, et ce composant en fait, il va nous permettre de ouvrir une boîte de dialogue pour créer une tâche. Voilà.
Et ce add task dialogue, on va l'utiliser dans task list. Hop, ici. Task list, DND provider, div, ça ici. Donc il nous faut un use client aussi là-haut. Et j'ai un petit bug, je sais pas d'où ça vient. Donc pour ça, je vais aller regarder dans mon inspecteur. Console. Non, c'est pas grave. Je pense que j'ai un bug, je sais pas d'où il vient. De toute manière, on arrive à la fin. Donc ce que je propose, c'est que je vous enverrai dans le Slack le code GitHub une fois que je l'aurai corrigé. Parce que là, en fait, j'ai pas trop d'aperçu. J'ai l'impression que j'ai une erreur 400 au niveau de mon network. Si je regarde ici, j'ai bien cherché les tâches, sauf que j'ai une erreur 404 sur mon get. Et il me dit could not find the table public task in the schema cache. Ça, c'est un souci, ça veut dire qu'il ne trouve pas en fait. Il n'arrive pas à aller chercher comment ça s'appelle, les bonnes informations. Donc, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller débugger tout ça. Je vais lancer mon conteneur Docker, parce que ça peut peut-être venir de ça. Donc, ça vient de ça. Et donc, vous pouvez ajouter une tâche 1, ajouter une tâche 2, ajouter une tâche 3, tâche 2, et ajouter une tâche 4. Ce que vous pouvez faire, c'est cocher les tâches au fur et à mesure. Vous pouvez voir que si on fait le reload, c'est mis à jour à chaque fois. Si on inspecte notre élément à ce niveau-là, au niveau du network, vous allez voir que cocher une tâche, en fait, ça met à jour la tâche d'ID 13. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? C'est la tâche d'ID 13, titre tâche 2, a été mis à DOM true. Et ce qu'on peut faire, c'est que je peux prendre ma tâche 2 ici et que je peux la déplacer en dessous de la tâche 4. Et vous voyez qu'il y a eu deux modifications.
la modification de la tâche 4 qui est passée du coup en position 2 et celle-là qui est passée en position 3. Ce que je peux faire, c'est si je reload, ben, les positions sont mises à jour. Si je reload, la tâche 4 ici, elle va au-dessus, la tâche 1, elle va au-dessus. Je peux décocher les tâches et je peux les supprimer. Donc voilà pour ça. Je vous envoie le code sur GitHub à la suite de la comment ça s'appelle de la de comment ça s'appelle du stream et puis je vous dis une bonne fin de journée puis un bon week-end.